Bonjour tout le monde, bienvenue à Ligne de vie, notre balado des pros du monde de l'emploi. Ça va bien, Hello? Ça va bien, Caro? Oui, on a fait un super bel enregistrement aujourd'hui, une fois de plus. Vous le savez, on vous le dit à chaque début d'épisode, mais Ligne de vie, c'est un balado qui s'adresse autant aux intervenants, mais je dirais aussi aux employeurs, des gens qui accompagnent, qui interviennent, qui gravitent dans le monde de l'employabilité. Ce qu'on essaie de faire avec ce balado-là, c'est vraiment de vous donner des outils concrets, des pistes de solutions pour vous aider à agir plus efficacement dans vos différents milieux de travail ou auprès des gens que vous accompagnez qui sont en démarche vers l'emploi. Aujourd'hui, sujet toujours, chaque fois, c'est des sujets tous plus intéressants les uns que les autres. On n'a pas d'autres mots. Je ne suis pas très originale dans ce que je dis là, mais honnêtement, moi, c'est un sujet qui m'interpellait particulièrement. J'avais entendu parler de ce sujet-là dans une conférence il y a peut-être 1 an environ. Puis ça mijotait dans ma tête. Je voulais qu'on revienne sur ce sujet-là dans notre balado. Donc, je te laisse nous introduire ça. Hello. On parlait des biais inconscients avec Camille Rivet, qui est agente de développement à la table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie. Je l'ai bien dit, il fallait pas que j'échappe. Faut pas l'échapper. Bien conscient, donc, tout ce qui se passe dans notre tête quand on est face à des situations, face à des gens, stéréotypes qui se manifestent, préjugés qui se manifestent comme ça, sans qu'on ait le contrôle dessus. Donc, émission en laquelle on est passé à travers quels sont les biens inconscients, comment ça se manifeste, qu'est-ce qu'on fait avec ces bébites-là qu'on a tous. C'est le grand message. Ça appartient à tout le monde et à personne en même temps. Tout le monde en a. Ouais. C'est correct. Ça va bien aller. On est capable de tous les voir, d'apprendre à les voir. On a parlé d'éducation, de s'éduquer entre nous. Ouais. D'être des meilleurs alliés, encore une fois, à travers tous ces préjugés-là qu'on peut avoir sur des personnes qui vivent des injustices ou des inégalités. Camille, super pertinente. Je le nomme. Des fois, je nomme qu'est-ce que je retiens des sujets, là. Mais Camille, elle va l'apprendre en écoutant le podcast. C'est un de mes coups de cœur de partenaires avec lesquels on collabore. Je l'adore. Je la trouve hyper pertinente à chaque fois. Vous allez peut-être le remarquer dans le podcast, je me noie dans ses mots et dans ses propos. Je suis comme fan numéro 1 de Camille. Elle est très bonne pour vulgariser, pour expliquer les concepts, pour nous permettre de mieux comprendre puis de mieux mettre, de rendre ça plus tangible, on dirait. Oui, puis je pense qu'elle a vraiment aussi cette sensibilité d'être comme on est tous égaux dans ce phénomène-là. Oui. Puis ça ne disparaîtra pas, là, les biens conscients, là, qu'on se le dise. Là, ça ne disparaîtra pas, mais comment est-ce qu'on peut être plus sensibilisé et alerte à ça et agir face à ça? Oui, effectivement. Fait que j'ai comme envie de vous dire, avant de vous dire d'aller écouter le balado, n'oubliez pas de venir nous suivre sur nos réseaux sociaux, vous abonner à nos plateformes, ça fait toute la différence pour nous. Puis en même temps, ça vous permet de voir toutes les activités qu'on fait au quotidien, pas seulement le balado. Puis si jamais vous voulez voir où sont nos plateformes et tout ça, rendez-vous au alliancect.ca sur notre site web. Sinon, on est disponible YouTube, Apple Podcast, Spotify. Donc, vous avez le choix. Audio, vidéo, on est partout. Laissez-nous des petits pouces, des petits commentaires. On est toujours contents de vous lire. Et bien, fidèle à nos habitudes, on vous laisse avec 2 mots-clés qui sont « Bonne écoute! » Chaque personne a son histoire, ses défis, ses espoirs. Derrière chaque CV, un monde à explorer. Donc, Camille, bonjour. Bonjour. Bienvenue à notre balado. On est vraiment contente de te recevoir aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est très important, moi, en tout cas, personnellement, qui m'interpelle beaucoup, qui me fait réfléchir à plusieurs... C'est vraiment toi, il faut le dire, qui voulait absolument qu'on parle de cette thématique dont on a déjà parlé cette année dans d'autres contextes. Dans d'autres contextes. Mais qu'on était comme au podcast, ça serait vraiment intéressant. Je pense que ça peut rejoindre beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Je pense que ça peut nous faire réfléchir aussi sur nos propres comportements
agissements et ceux de notre entourage, de nos collègues aussi. Donc, aujourd'hui, on parle des biais inconscients. Grande question pour toi, pour commencer. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un biais inconscient pour monsieur, madame, tout le monde qui peut-être entendent cette expression-là pour la première fois? Bien, avant de vous le définir, j'ai envie de vous amener à faire une petite mise en situation pour juste qu'on réalise, en fait, qu'est-ce qui se passe dans notre tête quand on a des biais. Super. OK? Aujourd'hui, c'est nous qui allons passer un petit Oui, test. on a changé la formule. C'est On aime quelqu'un qui ça. fait un test. On Je aime suis venue ça. tester les animatrices de Acte. OK. Fait que est-ce que vous êtes prêtes à On est démarrer prêtes. cette mise en situation? Je vais inviter aussi les gens qui nous écoutent, s'ils ont envie de faire la mise en situation, de fermer les yeux. Fait que tout le monde peut fermer les yeux. OK. Et là, l'objectif, ça va être c'est un petit exercice mental. Fait qu'on va s'imaginer des choses. Fait que je vais vous lire une situation et vous allez pouvoir juste vous imaginer toutes les images OK. de cette situation-là. Parfait. Fait qu'on invite aussi les gens. À faire À la faire même la chose. même chose. Exact. OK. C'est parti. Vous êtes à l'aéroport et vous êtes en retard pour attraper votre vol. Vous vous déplacez rapidement à travers l'aéroport, passez la sécurité, puis vous vous rendez à la porte pour prendre l'avion. Vous entrez dans l'avion et on referme immédiatement les portes derrière vous. Et la personne qui pilote l'avion est positionnée à la sortie du poste de pilotage et vous accueille en souriant. Vous arrivez à destination et prenez votre premier repas au restaurant, un des meilleurs repas de votre vie. Vous demandez une suggestion de dessert à un couple assis à votre droite qui célèbre son 25e anniversaire de mariage. Le lendemain matin, vous vous rendez à la plus grande conférence sur l'intelligence artificielle et la personne qui donne le mot d'introduction est à la tête de la compagnie émergente la plus en vogue en ce moment. Maintenant, vous devriez avoir une image claire de tous ces morceaux de récit. Puis je vais vous inviter à ouvrir les yeux pour vous poser quelques questions. OK. Alors, est-ce que dans votre image mentale, le pilote d'avion était une personne noire? Vous n'êtes pas obligé de me répondre. OK. Non, mais ça, Je je vous veux mets dire, pas- on te répond. Je vous mets ou, pas de spot. Ça ne nous dérange pas. Moi, quand ouais, même. moi, C'est moi, je suis important, très, moi, je suis ouais. très Ouais? à l'aise de le Oui ou dire. non? Là. Moi, j'avais déjà fait cet exercice dans le cadre de notre... Tu avais donné une conférence à un moment donné. Absolument. Fait que là, mon cerveau, il combattait justement mes premiers, non, la personne Oui. n'était pas noire et Uh-huh. c'était un homme. Mhm. Pour moi aussi. Je partage la même Mais chose. là, mon cerveau était comme, hey, ben, Ouais. pourquoi? Ah. Donc, bref. Fait que là, t'étais comme Ouais, j'étais déjà vraiment un petit coup déchirée. d'avant. Là. Oui. T'étais déjà en train de faire des exercices pour déjouer tes biais. On en Oui. reparlera tantôt de ça. Fait que vraiment intéressant. Est-ce que le couple marié à qui vous avez demandé une suggestion de dessert était composé de 2 femmes? Non. C'est vraiment intéressant de voir aussi, là, je fais une petite aparté, vous allez voir, je suis la reine des apartés, là, mais que même quand c'est notre propre identité, on s'imagine pas ça. Fait que même si moi, je suis une personne lesbienne, par exemple, tu sais, comme que je suis en couple avec une autre femme, bien, je vais pas m'imaginer que je demande une recommandation à un couple qui est similaire au mien. OK. tu sais. Puis finalement, est-ce que la personne à la tête de la compagnie informatique émergente était une femme qui porte un voile ou un hijab? Non plus. Ouais. C'est vraiment en dehors, en fait, de ce qu'on s'imagine habituellement. Et là, ça m'amène à définir les biais inconscients, si vous êtes d'accord. Mais vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de l'exercice avant, si vous voulez, mais... Ben, j'avais hâte de voir les questions que tu allais Ouais. poser parce qu'on dirait que je m'attendais à des stéréotypes plus frappants, mais c'est vraiment très subtil, là, tu sais, le texte, là, dans Oui. le sens où on n'a pas le temps de se poser la question à quel moment est-ce que je devrais prendre le temps de plus réfléchir puis de prendre une décision. Tu sais, on dirait que je m'attendais à quelque chose de plus flagrant, mais tu sais, moi, je me suis laissée porter par l'histoire puis je me doutais pas, j'ai jamais fait l'exercice, je me doutais pas des questions qui allaient venir. Fait que c'est très intéressant. Ouais. Moi, ça me fascine toujours à quel point c'est fort quand même. Là. Tu sais, tu viens de le dire, peu importe notre identité. Tu sais, on est... en tout cas, j'essaie toujours d'avoir le mode le plus inclusif possible, le plus intersectionnel possible. Puis malgré tout, mon cerveau, il est genre, ah ben oui, je vais vers la facilité. Tu sais, j'imagine le couple de personnes âgées, une madame, un monsieur. Tu sais, je suis comme vraiment... Ouais, fait que... Mais c'est pour ça que je dis quand même, mon cerveau était comme, ah oui, mais là, je sais, elle nous amène où, là? Ouais. Faudrait que je repense autrement. Là. Là, vous avez dit des choses vraiment intéressantes, puis je les reprends à reculons. Mais tu as Ben dit oui. le couple de personnes âgées. Mais tu vois, parce que j'ai dit qu'ils étaient mariés depuis 25 ans, mais what if ils se sont mariés à 20 ans? C'est pas des personnes âgées? Ouais, peut-être, c'est vrai. Fait que ça aussi, c'est nos référents. Puis, Caroline t'a parlé du fait que
ça allait comme vite. Puis c'est voulu que ça allait comme vite. Oui. Tu sais, je vous l'ai comme lu en mode accéléré parce que c'est vraiment dans ces moments-là où finalement, ça va pas être nos valeurs ou comme ce qu'on est, on est capable de se remettre en question qui va primer. C'est vraiment notre cerveau qui va y aller avec ce qui est le plus rapide. Rapide. Fait que je reviens à mon idée de définir ce que sont les biais inconscients. Fait que biais nous vient du mot biaisé, hein, quelque chose qui est erroné, quelque chose qui est comme pas adéquat. Et inconscient, c'est ce qui est conscient, c'est ce qu'on réalise, ce qu'on pense constamment. Puis ce qui est inconscient, c'est comme caché dans une petite boîte dans notre cerveau, hein, qu'on réalise pas qui se fait constamment. Okay? Donc, on est constamment en train de traiter de l'information, de voir des choses, voir la lumière changer de couleur pour traverser la rue. Notre cerveau fait ce travail-là de traiter de l'information hyper rapidement tout le temps. Et en continu, oui, c'est ça. Exact. Fait que ce qui se passe avec les biais inconscients, c'est notre cerveau qui se dit « Hey, j'ai une information à traiter rapidement », comme dans le cas de la mise en situation, et je vais aller piger dans mon petit catalogue mental. Moi, je l'imagine un peu comme un album de photos de famille, tu sais, qu'on s'est... mais un album de photos de ce qu'on s'est accumulé, de tout ce qu'on a vu à travers notre vie. Nos références. Exactement. Fait que ça peut être notre éducation à la maison, ça peut être l'environnement dans lequel on a grandi, ce à quoi on a été exposé, les publicités qu'on voit quand on est en voiture puis qu'on se promène, les gros babillards publicitaires, etc. Et là, notre cerveau va chercher là-dedans, va se dire « Ah oui, tu sais, la dernière fois que j'ai vu une personne qui pilotait un avion, OK, bien c'est dans l'émission que mon enfant écoute, c'est qui le pilote, puis genre, si j'ai vu une publicité d'Air Canada, c'est qui le pilote, puis là, vous voyez, je le genre tout au masculin parce que, c'est mon bien conscient qui ressort. » Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, notre bien conscient va piger dans ce catalogue-là. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on fait des raccourcis. Notre cerveau, il va aller vite. Puis qu'est-ce qui arrive quand on fait des raccourcis? Bien, on se ramasse aussi à reconduire des préjugés, des discriminations. Il y a vraiment toutes sortes de biais. Je pourrais en donner quelques exemples, là, si ça vous intéresse. Mais voilà, c'est un peu ça qui se passe avec les biais. On n'est pas des mauvaises personnes parce qu'on a des biais. On a tous et toutes des biais. Moi, la première. C'est ça que j'allais te demander. Là. Tout le monde a des biais. Là. Oui, je réfléchis à ça 32 heures semaine depuis 5 ans et j'ai des biais constamment. Là. Récemment, genre, on me dit pense à une personne qui rentre dans ta maison pour la voler. Puis là, j'ai pensé au nom de la personne. Puis j'étais comme ouh, c'était plein de préjugés, ce que je viens de penser. Puis je suis comme ça nous arrive parce que justement, on fait des décisions vraiment rapidement tout le temps. On peut même aller jusqu'à dire que c'est même involontaire. Là, je veux dire, le cerveau va plus vite que ce qu'on voudrait. Là, il y a des réflexions qui arrivent puis des pensées qui arrivent plus vite qu'on le voudrait. Fait qu'il faut déculpabiliser tout le monde de dire c'est normal, tout le monde a des biais inconscients au courant d'une seule et même journée. Là, même, là, Ce qui est vraiment important, c'est ce qu'on va faire avec après ça. Puis aussi de réaliser que quand on est dans nos lunettes professionnelles, ben nos lunettes personnelles, elles sont toujours là derrière, puis elles vont toujours teinter nos lunettes professionnelles. Fait que moi, quand je donne la formation, par exemple, je vais toujours parler à la personne derrière le professionnel, en rajoutant que c'est important que, comme professionnel, on réalise qu'on a des responsabilités et donc que sur la base de ces responsabilités-là, ben il faut les challenger, ces biais-là. Il faut faire quelque chose à propos de ça. Là, tu as parlé de la formation, justement. Ce serait fun que tu nous en parles un peu plus. C'est quoi cette fameuse formation de l'ADS+? Puis en même temps, je te fais un pont sur, quels sont-ils ces biais inconscients, ces différents biais-là? Oui, c'est ça. Fait que, moi, je donne la formation ADS+, comme tu as dit. Puis là, pour tout le monde, si on ne sait pas c'est quoi l'acronyme, c'est l'analyse différenciée selon les sexes, les genres, dans une perspective intersectionnelle. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va venir regarder comment il y a des réalités, des besoins qui vont être vécus différemment en fonction de notre genre, mais en fonction de plusieurs autres composantes identitaires aussi. Puis ces composantes identitaires-là, elles ne font pas juste flotter à l'intérieur des gens, elles coexistent. Fait que, par exemple, je me promène sur la rue, je suis une femme âgée, blanche, bien peut-être que je vais me faire XY type de commentaires. Je me promène sur la rue, je suis une jeune femme noire, bien, je vais me faire XYZ commentaires aussi. Fait que c'est comme, ces choses-là, elles vont être toujours interconnectées ensemble, en fait. Des biais, là, des types de biais, on en a recensé des dizaines et des dizaines et des dizaines. Je pourrais être là pendant 2 heures. Pour vrai? Oui, absolument. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de types de biais. Il y a des recherches super intéressantes qui sont faites par des instituts sur l'équité, diversité, inclusion, l'EDI, dont on entend souvent plus parler. L'ADS+, et l'EDI sont sœurs, là, d'ailleurs, disons-le. La spécificité de l'ADS+, c'est que c'est une approche qui vient du milieu féministe, donc qui voulait avant tout s'attarder au fait qu'on est un peu dans l'idée qu'il y a un mythe de l'égalité atteinte. Enfin, juste pour différencier un peu les deux. Mais différents types de biais, premier exemple, un biais de confirmation.
OK? C'est cette idée qu'on vous présente quelque chose et vous allez toujours aller chercher l'idée qui confirme le plus ce que vous pensez déjà. OK? Même si on vous présente un portrait super nuancé de quelque chose. Par exemple, vous avez une personne qui a un diagnostic de TDAH dans votre équipe et la personne oublie un détail super important dans un courriel qu'elle vient d'envoyer. Puis là, vous êtes sa boss, puis vous êtes comme... Bon, c'est parce que la personne, elle avait un TDAH. Évidemment, ça confirme mon idée que les personnes qui ont des TDAH ont plus tendance à oublier quelque chose. Mais ce que vous ne regardez pas, c'est que la personne, elle envoie des dizaines et des dizaines de courriels par jour et généralement, n'oublie pas quelque chose. Fait que là, vous venez confirmer votre idée préconçue. Il y avait un préjugé caché derrière ça aussi sur le TDAH par cette erreur qui a été faite, par exemple. OK, je comprends. Donc là, ça, c'est un exemple. Un deuxième exemple, ça va être le biais d'affinité. Moi, je trouve ça super important d'en parler dans le milieu du travail, le biais d'affinité, parce que ça va être un peu, c'est quoi l'image que je me fais de la compétence ou c'est quoi l'image que je me fais du leadership? Et donc, je vais avoir tendance, quand j'embauche des gens, à choisir des gens qui sont similaires à moi. Oh, ça, c'est intéressant. Oui. C'est ça. Fait que je me dis, la personne, elle partage des valeurs qui ressemblent aux miennes, elle a un parcours de vie. Puis tout ça, là, les gens vont dire, ben non, j'ai full un jugement critique. Puis oui, on a vraiment un jugement critique. Mais vous avez vu comment ça se rejoue hyper rapidement, les biais. Fait qu'il y en a toujours dans tout ce qu'on fait. Fait que le biais d'affinité. Sinon, je peux vous parler aussi, tout ce qui est préjugés, stéréotypes, ça rentre dans les biais aussi. Par exemple, de dire, les personnes lesbiennes ont toute l'air masculine. Bon, tu sais, ça, c'est un stéréotype. Ou de dire, j'en avais noté un autre, les personnes en situation de handicap sont toujours moins autonomes. Mais ça aussi, c'est un préjugé. C'est vraiment des idées reçues. Hein. C'est comme un peu des trucs qu'on a entendus, là, genre dans un souper de famille, là, ça ressort. Ça nous imprègne. C'est comme ça qu'on accumule les biens qu'on sent dans la tête. C'est à force de l'entendre aussi. L'entendre une fois versus l'entendre à répétition dans plusieurs situations, par plusieurs personnes. À un moment donné, on enregistre cette information-là, puis on prend pour acquis que c'est ça qui est vrai. C'est ça qui est la norme. Fait qu'on fait des associations. On fait des associations. Ça, c'est super intéressant. C'est ce qu'on va appeler le biais de halo, de dire, par exemple, parce que je vois quelque chose chez une personne, j'assume autre chose sur cette personne-là. Fait que je reviens avec un exemple, par exemple, une femme qui porte un hijab, on va dire, ça doit être une femme vraiment douce, vraiment soumise. Mais comme ça veut absolument rien dire, là, on parle d'un signe religieux qui est comme lié à son propre parcours à elle, à ses propres convictions. Ça infère absolument rien sur sa personnalité. Puis sinon aussi, on peut parler... Un autre exemple, c'est un biais d'asymétrie. Ça aussi, je trouve ça intéressant d'en parler dans le contexte du travail. On va souvent appeler ça dans le langage populaire le double standard. Fait que, par exemple, un patron qui arrive en retard à une réunion puis qui dit « Je suis désolée d'être en retard, c'est parce que j'ai eu un imprévu. J'étais dans une réunion super importante, je ne pouvais pas quitter, on avait absolument besoin de moi. » Puis son employé qui arrive en retard aussi, puis là, c'est comme « c'est parce que tu n'es pas professionnel. Comment ça, tu arrives en retard? » Fait qu'on est sur le double standard. Alors qu'on ne prend pas pour acquis que l'employé était peut-être en train de faire quelque chose de super important aussi, qui a mené à son retard. Ouais. OK. Voilà. Très intéressant, en tout cas, honnêtement. Là, je prends des notes. Oui, c'est ça. on fait des associations, des fois, sur des exemples de situations, de contexte qu'on peut vivre au quotidien. Comment on fait pour... on l'a dit, c'est inconscient. Tout le monde en a. Ça va toujours rester. Comment on fait pour essayer d'en avoir moins? De déjouer, de changer nos réflexes. Y a-tu des outils? Y a-tu quelque chose qu'on peut faire dans ce sens-là? Il y a vraiment, vraiment plein de choses qu'on peut faire. OK, c'est ce que j'ai envie d'entendre. La première chose, c'est de toujours travailler à reconnaître nos biais. D'avoir ces petits moments-là où on s'attrape nous-mêmes dans notre élan puis d'être comme « où est-ce que je m'en allais avec ça? » Fait que ça, c'est la première chose. Souvent, on est comme... C'est très tabou, on a comme peur de le dire, on a peur d'en parler, on a peur après ça que ça fasse comme on va se faire lancer des roches d'avoir reconnu qu'on avait des biais, mais tout au contraire, pour comme être capable d'adresser des différences au sein de nos milieux de travail, avec les personnes avec qui on travaille, il faut être capable de voir ces différences-là. Fait que pour être capable de travailler sur nos biais, il faut aussi être capable de reconnaître nos biais.
Il y a une petite vidéo super intéressante qui a été faite par la plateforme Briser le Code de Télé-Québec, OK. qui est animée par Maïté Labrec-Saganache, qui parle justement là, de comment un peu reconnaître nos biais. Fait que je vous la recommande. Puis vous pouvez comme l'utiliser dans mon milieu de travail. Hein, comme, elle est vraiment ludique, la façon dont elle est faite. La deuxième chose, c'est vraiment d'entraîner notre cerveau. Fait qu'on s'est dit, c'est notre cerveau qui fait des raccourcis. Fait comment est-ce qu'on entraîne notre cerveau à ne pas faire ces raccourcis-là? Une des choses qu'on peut faire, c'est de visualiser. Genre, tout le monde attend là, impatiemment l'appel pour genre, j'ai reçu mon nouveau médecin de famille. Puis là, on vous dit, votre nouveau médecin de famille, son nom, c'est XYZ. Et là, votre cerveau part. Il est comme en mode, je spin et genre, OK, j'imagine telle personne. Je me questionne si la personne va être compétente, etc. T'sais. À partir d'un nom. À partir d'un simple nom, quand fait même. tout le temps ça. Tout le temps Les ça. noms sur les CV, tout ça, c'est quand même quelque chose de Exact. connu qui a un impact. Là, Exact. Fait que de vous challenger à dire, OK, mais j'imagine différemment cette personne-là. Est-ce que mon médecin pourrait être une personne, par exemple, en situation de handicap? Est-ce que mon médecin, par exemple, pourrait être une jeune femme racisée? C'est comme de challenger, en fait, qu'est-ce que votre cerveau a imaginé. Est-ce que mon médecin peut être une personne issue de l'immigration qui a des compétences super intéressantes parce qu'elle n'a pas fait sa formation au Québec, tu sais? Fait que de vraiment, tu sais, essayer de normaliser un peu qu'est-ce que votre cerveau voit. Puis ça, d'ailleurs, le fait de normaliser, bien, ça passe aussi par s'exposer à des choses, tu sais? Il y a un documentaire à l'affiche sur une femme trans qui raconte un truc de sa vie quelconque. Hein? Pas genre forcément son parcours de transidentité, juste elle fait de la danse. Genre, puis vous êtes comme, ça me concerne pas, je suis pas une personne queer, genre, pourquoi j'irais voir ça? Parce que vous voulez vous exposer à des réalités qui sont différentes des vôtres. T'sais, demandez-vous de quoi a l'air votre entourage social en ce moment. T'sais. On va pas changer nos amis du jour au lendemain, mais on peut changer, comme les univers dans lesquels on gravite, les choses auxquelles on s'expose. Fait que ça, c'est vraiment une bonne façon de challenger les biais aussi. Ça me fait penser, tu donnais l'exemple du médecin de famille, puis si, mettons, je ramène ça sur le plan recherche d'emploi, tout ça, tu sais, on reçoit des CV. Quand on est en recherche de candidature, on reçoit des CV, on a un nom avec, un profil, tu sais, professionnel, mais je m'arrête sur le fameux nom de la personne, tu sais, puis c'est pas rare, tu sais, je pense qu'on c'est assez généralisé, là, que... On est intrigué, on va aller voir cette personne-là a l'air de quoi. On va chercher sur LinkedIn, sur les réseaux, on veut aller voir de quoi elle a l'air, mais on veut aussi voir s'il y a des choses qu'on peut découvrir un petit peu sur son parcours de vie plus social, personnel, voir un petit peu les comportements de la personne sur les réseaux. T'sais. Est-ce que ça, c'est une façon... C'est-tu un terrain glissant? T'sais? Est-ce que ça nous entraîne à avoir peut-être plus de bien conscient, le fait de se créer une idée avant d'avoir rencontré la personne, avant de lui avoir donné la chance de se présenter et de ressentir vraiment l'énergie de cette personne-là. Je réfléchis parce que je me dis, à ce moment-là précisément, il doit vraiment y avoir une espèce de noyau très propice là, à se créer des biais inconscients. De par l'âge, de par le physique, de par la culture, de par... Tu sais, il y a plein de choses là, qu'on peut s'imaginer à cette étape-là précise. On ne va pas tant se les créer, les biens inconscients. Ils existent déjà dans notre tête. Ouais. C'est plus qu'ils vont peut-être se rejouer, en fait. Je vous disais, lunettes pro, lunettes perso, toujours en train de se chevaucher. Fait que est-ce que, justement, ça va amener à ce que vous ayez plus de stéréotypes, plus de préjugés? C'est fort possible. Mais tu sais, même dans le recrutement, une des choses dont j'ai envie de parler, qu'on parle souvent pas, c'est pas juste au moment où on reçoit les CV, mais comment on rédige les offres d'emploi. Fait que dans notre façon de rédiger les offres d'emploi, il y a des biais qui vont se rejouer. Fait qu'une façon une façon de faire ça, c'est d'aller faire lire l'offre d'emploi à plusieurs personnes. C'est de se demander, encore une fois, de revenir à comme, c'est quoi mon idée de la compétence? C'est quoi mes attentes que quelqu'un ait fait X, Y, Z et pourquoi j'ai ces attentes-là? Est-ce que c'est parce que c'était mon propre parcours professionnel, scolaire, etc., que là, j'ai des attentes à ce que les gens aient fait exactement le même parcours? Mais est-ce que 2 générations après moi, les parcours se font encore de la même façon? Est-ce que les personnes issues de l'immigration auraient fait ou pas le même parcours, par exemple? Puis aussi, même comment on rédige les offres d'emploi, est-ce qu'on a utilisé une écriture inclusive pour notre rédaction de l'offre d'emploi? On sait que quand les choses ne sont pas rédigées d'une façon où on peut se reconnaître, bien, ça demande déjà de passer le pas de plus, de dire, bien, c'est pas vraiment à moi que ça s'adresse, mais
peut-être que je peux quand même appliquer. T'sais. Ça, c'est vraiment des petites choses subtilement qui se font constamment. T'sais. Vous voyez une affiche là, pour cours d'aquaforme, puis c'est genre juste des personnes blanches âgées de 50 ans et plus. Ben, moi, je sais pas, là, en tant que personne de 31 ans, je me dis, est-ce que si je veux faire l'aquaforme, c'est vraiment à moi que ça s'adresse? J'adore l'aquaforme, d'ailleurs. Ça se passe super bien quand j'y vais. Mais il a fallu que je dépasse ça pour y aller. Je comprends. Moi, puis en toute humilité, je suis tout le temps là-dedans, dans la diversité, dans se questionner davantage, d'essayer de briser ses biais, tout ça. Mais des fois, je me vois et je suis à la ligne de tomber dans essayer d'avoir une équipe le plus inclusive possible, puis pas tomber dans le tokenisme aussi, puis j'essaie toujours d'être une alliée, puis en même temps, j'ai tout le temps peur d'aller de l'autre bord, que je suis comme, mais pour essayer d'avoir le plus de diversité, on va placer quelqu'un en diversité. Mais tu peux peut-être expliquer qu'est-ce que je veux dire par tokenisme, mais comment on fait pour aussi être conscient, essayer de briser ça, essayer de changer les choses, mais sans tomber de ce côté-là. Puis tu sais, je le vois je l'ai vu dans divers emplois que j'ai eus où on tombe là-dedans facilement. On pense à Caro, par exemple, je dis pas que tu l'as fait, là, mais qui fait des... J'arrive sur le fait que tu ça nous arrive toutes, fait que tu peux dire qu'elle le fait. Non. C'est un bon exemple. Mais elle s'occupe des communications. Oui. On fait des visuels, on essaye de mettre plein de gens différents qui représentent notre clientèle, notre communauté, effectivement. Puis après ça, ben c'est où on slip, où on est un petit peu trop dans le... En tout cas, c'est ça c'est ma question. Ouais. Okay. Fait que là, j'imagine que je commence par expliquer le tokenisme. Ouais, vas-y, ouais. Je suis venue être un dictionnaire aujourd'hui pour vous. Ouais, vraiment. OK. Fait que le tokenisme, c'est un terme qui nous vient de l'anglais, qui vient du terme token, qui représente un pion. Fait comme un pion dans un jeu de société. C'est dire on va placer quelqu'un à quelque part, un peu pour bien paraître, hein? Tout le monde a comme cette image en tête de genre une série québécoise qui, après genre 8 saisons à avoir que des personnes blanches, une personne asiatique qui apparaît. Ou une personne noire qui apparaît. Puis on est comme, la diversité. C'est ça. Ça, c'est du tokenisme. Une autre chose qui peut rentrer dans le tokenisme, c'est aussi de, par exemple, embaucher dans notre équipe une personne de la diversité de genre, puis là, lui demander de comme parler pour toutes les personnes de la diversité de genre. OK? Ça, c'est aussi une façon dont le tokenisme peut se rejouer. Fait que là, tu disais, effectivement, tu sais, c'est comment est-ce qu'on trouve le juste milieu entre on veut avoir une diversité de points de vue, d'opinion, de parcours dans nos équipes, puis de ne pas tomber dans comme je fais juste mettre des gens là parce que ça nous fait bien paraître. La première chose que j'ai envie sur laquelle j'ai envie de vous challenger, c'est est-ce que vos équipes sont prêtes à recevoir des personnes qui ont des parcours et des réalités différentes? Parce que ça, c'est une chose qu'on fait. On a toute cette espèce de désir-là de dire on constate que nos équipes sont principalement formées de personnes blanches, de personnes cisgenres, de personnes valides, donc qui ne vivent pas avec des situations de handicap. Puis là, on est juste comme il faudrait comme diversifier nos équipes. Mais est-ce que nos milieux sont prêts à accueillir ces personnes-là ou est-ce qu'on va leur faire vivre, par exemple, plus de violence, des discriminations? Est-ce que même les lieux sont adaptés pour recevoir les personnes? Est-ce qu'on s'est challengé, nous, justement, sur nos préjugés, sur les stéréotypes qu'on véhicule pour être capable de faire les choses différemment? Fait que ça, c'est une première chose, c'est de se demander si les milieux sont prêts. Puis là, j'ai aussi envie de vous dire, si vous vous demandez si votre milieu est prêt puis vous dites non, puis là, vous arrêtez là, puis on reste comme tout le temps dans les mêmes personnes qui sont autour de la table, on n'avance pas non plus. Il faut aussi se responsabiliser par rapport à ça. Une autre ressource que je trouve super intéressante, c'est une vidéo qui a été produite par le COCO, qui est le Centre pour les organismes communautaires, qui ont fait une vidéo qui s'appelle « Suivez-moi, l'expérience d'une femme racisée dans le milieu de travail », où on voit en fait comment nos milieux, s'ils ne sont pas préparés, on accueille quelqu'un, mais finalement, on lui fait vivre plein de formes de violence. Hein? Fait que, voilà, je vous conseille d'aller la regarder. Je l'ai vu lors d'une de tes formations, puis effectivement, c'est super intéressant. Je trouve ça super... Je recommence avec le super intéressant, mais tout est intéressant dans notre émission, c'est ça qui se passe. Mais la façon que tu as dit de est-ce que nos équipes sont prêtes à ça? Puis je trouve ça super intéressant. On était dans un processus dans l'équipe jeunesse récemment, un processus de recrutement. Et je vois tout ce que tu nommes de se challenger. Puis on a pris quelqu'un qui est complètement différent. Et c'est drôle parce qu'à un moment donné, c'est venu sur la discussion qu'il y avait d'autres candidats. Puis quelqu'un a dit, mais cette candidate-là, elle te ressemble tellement. Et la personne m'a dit, une comme toi,
c'est super. Peut-être 2, ça serait trop. Fait qu'on est allé... fait qu'on est allé vers quelqu'un de complètement différent. C'est et pas de moi qui ai très... dit ça. Non, c'est pas Caroline. Et de complètement différent, mais avec toutes ses belles forces et différences, justement. Fait que, en tout cas, je trouve ça super intéressant de voir que ça se passe. Puis là, tu vois, c'est une expérience quand même positive qu'on vit, là. Mais effectivement, pour revenir à la vidéo que tu as proposée, avec toutes ces micro-agressions qu'on voit dans la vidéo que la femme vit, ben, tu sais, on les voit dans les milieux de travail, on les voit dans notre clientèle. Les gens nous ramènent des choses aussi dans nos participants. Ils essayent d'avoir des emplois, ils postulent, ils comprennent pas, ils ont 1000 compétences. Puis, tu sais, des fois, on est obligé d'avoir la discussion avec eux. Ben, Colin, le nom que t'as, je pense qu'on est rendu là, on est dans une barrière qui nous... Tu sais, fait que on le vit avec nos participants, puis c'est dur, puis on voit les impacts. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour sensibiliser nos employeurs? Parce que pour vrai, nous, comme collègues, on essaye de mieux faire. Comme petite équipe, on est dans notre microcosme, là, on essaye de bouger les choses. Mais on dirait que des fois, il y a des gros, là, on est dans le macro, puis c'est dur de changer les choses. Bien, avant de te proposer quelque chose, il y a quelque chose que tu as dit que je trouve vraiment intéressant, c'est de se rappeler que les biais, oui, c'est quelque chose d'individuel, c'est quelque chose de personnel qu'il faut challenger, mais ça n'empêche pas qu'on vit dans des systèmes qui sont pleins d'inégalités aussi. Okay? Fait que les biais inconscients, super important, on en parle, on est là, essentiel. Par contre, de se rappeler qu'il y a des inégalités systémiques, c'est vraiment important. Fait que ça fait partie aussi de la façon dont vous pouvez réfléchir comment vous accompagnez les gens, de dire, ben mettons, le racisme, oui, il se rejoue à un niveau individuel, mais il se rejoue à un niveau organisationnel aussi, l'homophobie, ben ça se rejoue à chaque fois aussi que tu te fais donner un formulaire à l'école de tes enfants qui dit « mère-père ». Ben, il n'y a pas un mère-père, cet enfant-là. Fait que, tu sais, ça, c'est une façon aussi, ça se rejoue vraiment dans toutes les petites choses du quotidien, OK? Fait que c'est pas... j'ai pas envie que la réflexion sur les biais inconscients devienne comme une excuse pour ne pas regarder les inégalités qui existent dans nos systèmes. Fait que ça a comme besoin d'exister, de cohabiter, t'sais. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est une des choses qui peut être dite aux employeurs, je pense, c'est souvent quand on est en développement d'initiative, on va dire on essaie de rejoindre les gens qu'on ne rejoint jamais. J'ai entendu ça des centaines de fois là, dans ma vie. Mais une des bonnes façons de rejoindre des gens que vous ne rejoignez pas, peu importe c'est quoi le projet que vous déployez, bien, c'est de vous demander qui est autour de la table pour penser ce projet-là aussi. Fait que la première porte d'entrée pour aller rejoindre des gens qui ont des réalités différentes peut-être des vôtres, mais c'est d'avoir des personnes autour de la table pour réfléchir ça aussi. Fait que ça demande que vos équipes vivent avec différentes réalités. Puis là, on est comme, ouais, mais est-ce qu'on veut vraiment embaucher quelqu'un qui a un enfant en bas âge? Parce que là, ça va demander plein d'accommodements. Mais c'est ça, nos milieux. Ça demande de les faire, ces accommodements-là, et ça demande de les porter collectivement aussi. Une des choses dont j'avais envie de vous parler, c'est du rôle d'allié. Fait que je ne sais pas si vous avez envie d'aller là, mais... Vas-y. Je votre consentement pour aller là. Tu l'as à 100%. Une des façons de challenger les biais aussi puis de travailler dans nos équipes, c'est justement de réfléchir avec cette lunette-là de comment est-ce que je peux être une ou un meilleur allié pour mes collègues, par exemple. Une des choses que vous faites faire, bien, c'est de demander des choses qui vous concernent pas. T'sais. Par exemple, de dire, hey, si on décide de faire le potluck annuel durant la semaine du Ramadan, bien, une des semaines du Ramadan, peut-être pas le meilleur call, tu sais. Ou, hey, si la réunion d'équipe a fini tout le temps à 5 heures, puis je sais que ma collègue elle a besoin d'aller chercher ses enfants à la garderie, est-ce que moi, je peux demander qu'on finisse plus tôt, tu sais, même si moi, je pourrais être là jusqu'à 7 heures le soir, tu sais. Fait que ça, c'est une des façons d'être un allié, tu sais, d'être dans une posture d'écoute et d'apprentissage aussi. J'ai comme vraiment envie de retaper sur ce clou-là, tu sais, dans la question des biens inconscients. Comment est-ce qu'on peut, justement, écouter ce que les gens nous disent? Est-ce que ça va challenger des choses à l'intérieur de nous? Est-ce qu'on va se dire, genre, hey, il me semble que c'était pas si pire ce que je viens de dire, ou il me semble que je fais juste redire quelque chose que tout le monde dit. Oui, mais ça a quand même des impacts. Fait est-ce qu'on peut aller le challenger? Des fois, les gens vont me dire, ben là, on peut plus rien dire, on fait juste marcher sur des œufs. Mais l'idée, c'est de comme se permettre de s'éduquer collectivement. L'éducation populaire, c'est super pertinent. Oui, puis oser juste dire, tu sais, tantôt, tu disais, pour travailler là-dessus, il faut aussi être en mesure de dire, ah, ben tu vois, c'est pas ça l'idée préconçue que je m'étais faite, puis je me suis trompée. Puis, tu sais, c'est aussi d'admettre, tu sais, que des fois,
on est allé là. On est allé vers un bien conscient, puis d'en prendre conscience, justement, puis de dire, hey, à ce moment-là, là, j'ai glissé. On va dire ça comme ça. Là, j'ai glissé, j'ai eu une pensée. Tout de suite, je suis allée vers un stéréotype, vers une... Puis je trouve ça intéressant aussi. Là, je veux faire une parenthèse parce que j'ai l'impression, en tout cas, si je me mets dans la peau de gens qui nous écoutent aujourd'hui puis qui entendent parler de bien conscient pour la première fois, qui auraient peut-être justement eu le bien conscient de penser que ça concerne... que la diversité, exemple, culturelle ou de genre, mais tu sais, tu amènes des exemples depuis tantôt où tu parles de une famille avec des enfants en bas âge, ça peut être une personne qui revient d'un congé de maternité, puis on ne parle pas de diversité de genre, de diversité culturelle, on est juste dans une réalité de vie de cette personne-là, puis tout de suite, on se fait des idées, des fausses croyances, on se crée des biais. Fait que je trouve ça intéressant de peut-être juste mettre ça en surbrillance, que les biens conscients, là, c'est large en titi, là, tu sais, ça peut vraiment se coller à plein de réalités de vie. Là. On est dans quelque chose de plus grand que de juste parler de diversité. Je pense que pour certaines personnes, peut-être ça aurait pu vouloir dire ça. Fait que je trouve ça important aussi de souligner ça, de par les exemples que tu amènes. Ouais. Mais pendant longtemps, déjà, la diversité, elle n'était que culturelle. Là. Ça fait pas longtemps, là, je trouve, en tout cas, en termes de... Évidemment, pas longtemps. On parle pas de quelques mois, là, mais ça fait pas si longtemps qu'on parle de toutes sortes de diversité. Là. Que c'est sûr que la déconstruction est encore à faire. Oui. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai full d'humilité par rapport à ça. Puis je pense que quand on est comme tout le monde en a, ça va bien aller, la gang. Puis essayer de se challenger entre nous aussi. Là. Tu sais, c'est ça aussi d'être un bon allié. Je pense, je reviens à ce que tu disais tantôt, mais tu sais, quand je vois mon collègue qui a des préjugés ou qui parle de stéréotypes, on peut se caler entre nous aussi puis se dire, tu sais, faisons un petit peu mieux la prochaine fois. Tu sais, essayons, en tout cas. Ouais. Là, tu as dit 2 choses sur lesquelles je voulais revenir que je trouve intéressantes. La première, c'est, vous avez comme dit en combo là, quelque chose, c'est la question de à quel point une identité va avoir un impact, en fait, sur notre vie. Fait que, tu sais, des fois, les gens vont me dire, je suis une personne végétarienne, c'est vraiment poche quand il n'y a pas de repas pour moi. Hey, full d'accord avec toi. Par contre, quand tu es une personne genre qui vit de la grossophobie puis qu'à chaque fois que tu vas chez le médecin, on te dit perdre du poids, ça va régler tous tes enjeux de santé, ou que tu es une personne qui vit du racisme puis qu'à chaque fois que tu cherches un logement, tu appelles puis on est comme ton accent au téléphone me donne pas le goût de louer un logement. Alors que tu es une personne vraiment ça coche, tu sais. Ça, c'est vraiment la question de à quel point nos identités, notre parcours de vie, nos croyances, etc., ont un impact sur notre façon de naviguer la vie. À quel point ça va impacter la façon dont on se fait servir dans un magasin, comment je vais me faire servir si je vais dans un guichet d'emploi ou un truc de Service Canada ou peu importe. T'sais. Donc, c'est important de revenir à ça. À quoi on porte une attention particulière? On va la porter en fonction de à quel point ça impacte la vie des gens. Fait, quand on parle de diversité culturelle, on peut se dire, par exemple, être une personne racisée, être une personne... Puis d'ailleurs, je fais une petite aparté, là. J'utilise le terme racisé dans la mesure où ce que je veux dire, c'est une personne qui va subir du racisme. Donc, une personne qui vit du racisme, une personne que la société racise, hein? Donc basée sur plein de choses, là, ses cheveux, sa couleur de peau, ses yeux, peu importe. Donc, je referme mon aparté. Je vous l'ai dit, je suis la reine des apartés. Pour revenir à dire que c'est vraiment de revenir à c'est quoi l'impact sur mon quotidien. Okay? Puis d'ailleurs, pour revenir sur la question des alliés aussi, le fait de réagir, c'est super important. De vous entendez quelque chose, puis vous dites à la personne « Hey, je suis surprise de t'entendre dire ça. » Donner la chance à la personne de se corriger, de reprendre. C'est comme de pas non plus en faire une montagne. Les gens me disent souvent « Mais qu'est-ce que je fais si je mégenre quelqu'un? Hein? » Donc, si je m'adresse à la personne en utilisant, par exemple, un accord féminin alors que la personne s'identifie comme homme, genre, je dis « Ah, t'es vraiment belle. » Puis c'est comme « j'aimerais mieux que tu me dises je suis vraiment beau. » OK, m'excuse. Puis je passe à autre chose. Parce que vous dites « Oh my God, je me suis trompée, je me sens mal. » Mais la personne, là, ça fait 15 fois aujourd'hui qu'elle se fait dire ça. Genre, elle a juste le goût que tu passes à autre chose. Que t'en fasses pas un big deal. C'est clair. Écoute, on est déjà à la fin de cette émission-là. C'est toujours comme ça.
Est-ce que tu avais d'autres, en terminant, d'autres outils que tu voulais nous partager? Je pense que je conclurai comme ça. Évidemment, les outils, on essaiera de les partager avec des liens, puis vous pourrez aller les voir Pour les et tout consulter, ça. effectivement, les documentaires, les ressources dont tu nous parlais. Parce que tu l'as dit, puis tu l'as dit plein de fois, mais l'éducation, c'est comme ça qu'on arrive à passer à travers ces biais inconscients qui deviennent un peu plus conscients que ce qui était, puis qu'on arrête de les perpétuer, disons. L'éducation, la responsabilisation aussi, de reconnaître que c'est pas juste des enjeux entre personnes. Hein. Aussi, tu sais, quand on est dans une posture de ressources humaines ou quand on est des patrons, patronnes. Aussi, tu sais, comment on adresse quand il y a, par exemple, des conflits entre nos employés. Il y aurait plein de choses à dire là-dessus aussi. Sinon, je pourrais vous donner comme référence un livre qui est super intéressant, qui vient des presses de l'Université Laval, de l'Institut EDI, donc Équité, Diversité, Inclusion, qui est bien inconscient et comportement inclusif dans les organisations. Je pense que c'est comme... C'est spot en on. pointe. Pile poil. Ouais. Vraiment, je m'en vais le chercher après, là. Puis une chose que je trouve vraiment importante de dire avant qu'on conclue, c'est qu'on s'est dit plein de fois hein, que les biais, tout le monde en a. Fait que j'en ai, moi aussi. Fait qu'il y a vraiment des limites hein, dans ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, dans ce que je vous ai présenté. Je l'ai fait à partir de ma propre posture personnelle et professionnelle. Je suis plus sensibilisée à plein de réalités parce que je les vis, parce que les gens que j'aime les vivent. Puis il y a plein de réalités auxquelles je suis moins sensibilisée aussi parce que c'est pas ma réalité. Ta réalité à toi, c'est ça. Fait que tout est à prendre avec un grain de sel. Je trouve que c'est un super message à lancer parce que, tu sais, on aborde plein de sujets dans ce balado de toutes sortes qui, des fois, soit on est dans ces réalités-là, puis des fois, on l'est pas. On le sait, comme aujourd'hui, on a parlé de diversité, on a parlé de personnes racisées, on est 3 personnes blanches autour du micro, là. Mais sachez qu'on est vraiment sensible à ça, puis que si on pouvait, ben il y aurait on serait tous différents, ça serait notre monde idéal. Mais effectivement, c'est notre posture quand on parle dans nos émissions. Puis on essaye, en tout cas, le plus possible d'entendre toutes sortes de réalités avec toutes sortes de gens, mais dans la limite de ce qu'on peut faire. De continuer à vous challenger sur qui vous invitez. Clairement. Effectivement, oui. Puis je retiens vraiment qu'il ne faut pas se culpabiliser de ça. Comme tu dis, toi-même, on en a tous des biens conscients. L'important, c'est de le plus possible, être en mesure d'agir puis d'intervenir, je peux dire aussi des fois auprès de certaines personnes quand on voit qu'il y a moyen de corriger ça puis de faire en sorte qu'on s'ouvre. Aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui nous écoutent, là, que c'est la première fois qu'ils entendaient parler de ça. Moi, personnellement, si je peux parler d'une expérience personnelle, la première fois que j'en ai entendu parler, moi, ça m'a vraiment éveillée là-dessus, de dire faisons vraiment attention et on va toujours en avoir, ça va rester, ça pourra jamais disparaître complètement, mais faisons attention, puis ouvrons-nous, puis ayons pas peur, de nommer des fois certaines choses quand on voit des comportements qui peuvent vraiment nuire, je pense, à une belle énergie autour de nous dans nos équipes de travail. Oui, puis dans notre entourage personnel, professionnel, ça existe partout. Fait que, ouais, vraiment très, très, très intéressant d'avoir parlé de ça avec toi aujourd'hui. Je pense qu'on va te réinviter. Je pense qu'il y aurait tellement eu d'autres choses à dire. Tantôt, tu parlais de d'autres sujets dont tu aurais aimé aborder. Fait que peut-être qu'on se gardera ça, notre 3e saison, de t'accueillir à nouveau pour continuer à parler de ça. Très, très intéressant. Merci. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ouais. Très, très chouette. Fait que à un prochain rendez-vous. Absolument. À la prochaine. Merci.